Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. L'accord de mutualisation pour la gestion, l'exploitation et la maintenance de la route minière d'Apilon-Line entre l'Agence nationale des infrastructures minières, le ministère des Mines et de la Géologie et 6 sociétés qui exploitent la bauxite dans cette zone a été signé ce vendredi à Conakry. Cela intervient après plusieurs mois de négociations entre les parties prenantes. Plus de détails à suivre. Dans la rubrique Devoir de mémoire, nous mettrons la lumière sur Jeanne Martin Cissé. Cette femme politique guinéenne a été la première à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous allez le découvrir, c'est tout pour le sommaire. Signature ce vendredi matin au ministère des Mines et de la Géologie de l'accord de mutualisation pour la gestion, l'exploitation et la maintenance de la route minière d'Apilon-Line entre l'Agence nationale des infrastructures minières et 6 sociétés qui exploitent la bauxite dans cette zone. C'est à l'issue de plusieurs mois de négociations que les parties prenantes sont parvenues à la signature de cet accord. Reportage à Mamadou Tanouba. L'utilisation mutualisée de la route d'Apilon-Line par les 6 différentes sociétés minières implantées sur le corridor nord-ouest sera un véritable ouf de soulagement pour les miniers qui exploitent la bauxite dans cette zone de la Guinée. Elle va permettre au pays d'avoir un développement minier durable et responsable en réduisant les impacts environnementaux, sociaux, maximiser également les revenus de l'État à travers l'Agence nationale des infrastructures minières ANAIM. Les négociations pour aboutir à cet accord de mutualisation pour la gestion, l'exploitation et la maintenance de la route minière d'Apilon-Line ont été facilitées par le ministère des Mines et de la Géologie. Cet accord n'aurait pas pu aboutir sans une vision, une politique publique. Cette politique publique de mutualisation des infrastructures minières permettant de minimiser les coûts d'investissement, les CAPEX et les coûts d'opération, les OPEX des différentes sociétés sont la clé pour un développement minier responsable qui permet d'avoir un équilibre des intérêts, notamment de la répartition de la rente minière entre l'État et les investisseurs miniers, conformément à la vision du président de la République, qui est celle que l'activité minière, l'exploitation minière doit profiter en priorité aux citoyens guinéens, mais aussi aux communautés riveraines directement impactées par l'exploitation minière. L'Agence nationale des infrastructures minières s'inscrit dans la vision du président de la République à faire profiter les citoyens à la base des retombées minières, d'où l'équité entre les sociétés minières qui vont utiliser la route d'Apilon-Line. Cet accord est fondé sur les principes d'égalité et non discriminatoire entre les sociétés minières. Cet accord est véritablement l'illustration de notre engagement constant à nous inscrire dans la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui veut faire du secteur minier un catalyseur clé de notre souveraineté économique. Sa mise en œuvre effective constitue une réelle opportunité vers une exploitation minière plus responsable, plus efficace et plus vertueuse en matière sociale, économique et environnementale. Les sociétés minières concernées par l'accord de mutualisation pour la gestion, l'exploitation et la maintenance de la route minière d'Apilon-Line n'ont pas manqué de souligner l'importance de cet accord. La route d'Apilon-Line, elle longe de Télémélé jusqu'à Bouquet, jusqu'au port de Dapilon. De notre côté, nous l'utilisons entre 39 à 40 km. Le sud de Dynamite, il l'utilise à presque à 50 à 55 km. Et de Rachakura, je pense que c'est dans les bandes de 120 km, 114 km. Imaginez que chaque société décidait de faire sa propre route. L'impact que cela aurait. Donc, comme le stipule le code minier, il fallait non seulement venir ensemble mutualiser cette route pour ne pas non seulement causer des dégradations environnementales, mais aussi pour consolider nos efforts ensemble pour qu'on puisse vraiment travailler, pouvoir exploiter, exporter notre minerai. Donc c'est l'impact que cela
sur notre activité. Cette démarche du ministère des Mines et de la Géologie à travers l'ANAIM exprime la volonté de l'État guinéen à générer des revenus pour investir dans d'autres projets d'infrastructure. Et puis le discours à la nation du chef de l'État à l'occasion de la célébration de la date anniversaire de l'indépendance de la Guinée est commenté par certains acteurs de la société civile. Ils apprécient le contenu du discours qui touche le rassemblement et des perspectives de développement économique du pays. Bengali Kamara. Le rassemblement, le capital humain et l'économie sont les principaux axes prioritaires évoqués dans le discours du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à l'occasion de son adresse à la nation pour le 2 octobre 2025. Interrogé sur ce discours, Yamoussa Bangoua, acteur de la société civile, apprécie la vision du président, une appréciation accompagnée d'une invite. De faire une mention spéciale au discours du président de la République qui a invité tous les Guinéens à l'unité, la paix, mais aussi au rassemblement. Et le rassemblement, il doit aller jusqu'au bout, Monsieur le Président doit aller jusqu'au bout, parce que c'est une occasion d'accorder aussi de la grâce à certains prisonniers et qui, à un moment donné, la langue a trahi l'esprit. Je vais parler des journalistes. À un moment donné, plus de 600 journalistes sont aujourd'hui en chômage. Le même sentiment d'appréciation chez Mamadou Saliou Bari, coordinateur de la Maison des associations et ONG de Guinée. Nous avons aperçu ce discours comme un discours d'espoir où le président de la République a magnifié en tout cas ses acquis et a projeté de différentes perspectives pour l'avenir du pays. Sur la question d'une candidature au nom du général Mamadi Doumbouya attendue dans le discours, Mamadou Saliou Bari répond en ces termes. La MOG observe les choses autrement. Nous ne précipitons pas pour entrer dans des questions spécifiques, surtout questions qui ne sont pas du tout tangibles, parce que nous savons, au moment venu, si réellement il aspire à être candidat, il va se prononcer. Et quand il va se prononcer, c'est là où on voit automatiquement condamné ou approuvé. La dynamique du rassemblement, de la cohésion sociale et du climat de paix en cette période de transition reste d'éléments primordial aux yeux de ces activistes à l'approche de l'élection présidentielle. À l'occasion du 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, le syndicat des commerçants de Guinée a organisé une rencontre festive à la résidence de son président El Hadj Sambou Sidibé, une célébration qui s'est transformée en un moment de plaidoyer pour la survie du commerce guinéen face à la concurrence étrangère. Reportage Germaine Mansari. Dans leur discours, les responsables syndicaux ont souligné l'importance de cette indépendance et le rôle que jouaient les syndicalistes il y a 67 ans. Pour El Hadj Samba Diallo, chargé des conflits du syndicat, cette histoire reste encore une source d'inspiration pour défendre les commerçants de nos jours. En tant que syndicat de commerçants de Guinée, nous avons la responsabilité de la défendre, cette liberté, et d'assurer qu'elle profite à chacun de nous. Nous devons bâtir une Guinée juste et équitable, où chaque voix compte, où chaque citoyen est respecté. Le président du syndicat des commerçants de Guinée, El Hadj Sambou Sidibé, a invité les autorités à prêter une oreille attentive à leurs cris de cœur. Selon lui, l'arrivée massive des entreprises de contrefaçon a impacté leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les commerçants sont confrontés à beaucoup de problèmes. On ne peut pas tout dire ici, mais on peut dire quelques-uns. Des étrangers qui sont au marché, ils sont venus envoyer les Guinéens dans leur marché. Le contenu local, vraiment que les Guinéens doivent bénéficier à ça, on n'en a pas. Les étrangers qui sont là, et ils donnent le contrat à eux, eux-mêmes ils servent, ils fournissent eux leur société. Les Guinéens qui doivent servir, contenu local, on n'en a plus. Les femmes vendeuses fortement mobilisées ne cachent pas leurs préoccupations liées au commerce en Guinée. Des Chinois vendent désormais directement au prix en détail, ce qui empêche nous les femmes de vendre comme avant. Cette situation nous épuise. À l'occasion de la fête de l'indépendance, nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles interviennent.
Parce que nous souffrons beaucoup. Les produits que nous revendons sont souvent contrefaits, ce qui fait qu'il est difficile d'attirer des clients. Même si vous proposez des articles de bonne qualité, la clientèle se fait rare. Les marchandises peuvent être là, mais si elles sont chères, les gens ne les achèteront pas. On se retrouve donc obligé de garder nos produits. De son côté, le secrétaire général adjoint à la syndicalisation, Abdrahman Ali, lance un appel aux autorités guinéennes. Je lance un appel aux autorités guinéennes pour qu'elles nous viennent en aide. Nous ne sommes pas contre elles. Notre objectif est d'organiser les vendeurs afin de mieux nous comprendre. Nous voulons servir d'intermédiaire entre les commerçants et les autorités pour résoudre tout le problème. La célébration de l'indépendance de la Guinée a été l'occasion pour le syndicat des commerçants de Guinée de faire entendre leur voix. Tous dénoncent une concurrence étrangère qui menace sérieusement leurs activités. Ils appellent à une implication des autorités pour protéger le commerce local. La rentrée scolaire 2025 sera effective ce lundi 6 octobre 2025 selon le communiqué du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. À quelques jours de cette date, les parents d'élèves sont confrontés à d'énormes préoccupations, celle de l'obtention des fournitures scolaires pour leurs enfants. Tout est cher sur le marché et chacun exprime ses inquiétudes. Mohamed Lamine Dafé et Moussa Kamara ont fait un tour dans certains marchés de Conakry. Ce lundi 6 octobre 2025, les élèves du pré-universitaire reprendront le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. En prélude de cette journée, le marché des fournitures scolaires connaît peu d'engouement. Au marché des Bessia Rond-Point, les vendeuses crient à la rareté de la clientèle. Les acheteurs se font rares. Avant, à ce pareil moment, on recevait des clients. C'est dans ce marché que nous aidons nos maris. Mais si nous ne vendons pas, ce n'est pas bon. Cette année, ce n'est vraiment pas bon. Il n'y a pas de clients. Nous avons peur. Il n'y a pas de marché. La Guinée est dure et pourtant, nous avons l'argent des gens. On a peur. La vente est faible. Tout le monde pleure. Les cahiers, les tenues, les sacs et les autres articles scolaires, tous ont connu une augmentation des prix. Des parents d'élèves rencontrés sur le sujet ne cachent pas leurs préoccupations. Je trouve que les fournitures sont trop chères. C'est trop cher par rapport aux revenus. Par exemple, moi je n'ai que 2 élèves. Ça m'a coûté au moins 300 et quelques mille. Admettons que celui qui a au moins 5 à 6 élèves. Et vous voyez ce que ça va faire. Je constate que les choses sont très chères. J'ai demandé la tenue, on me dit que c'est 80 000 francs. Pas assez de différence entre l'année passée et cette année parce que tout tourne en rond. Et je vois que les prix ne sont pas changés. Bon, même si on ne s'attendait pas à ça, on s'attendait non seulement à une baisse de prix. Vendeurs et acheteurs se demandent chacun quoi faire dans une telle situation préoccupante. L'art et le métier à la rencontre de Vincent Faya Milimono, un jeune graphiste. Après plusieurs échecs au baccalauréat, il va finalement décider d'apprendre le métier du graphiste. Aujourd'hui, cette activité lui permet de subvenir à ce besoin. Bangali Kamara et Moussa Kamara sont allés le rencontrer. Trouvé en pleine activité, Vincent Faya Milimono est en train de dessiner plusieurs formes d'art aux couleurs du drapeau national. La Guinée, le bien commun de tous les citoyens. Le Simandou 2040 ou encore les anciens dirigeants du pays sont dessinés. Le jeune graphiste a appris ce métier après ses multiples échecs au baccalauréat. C'est là pour éviter le chômage dont souffrent plusieurs jeunes de nos jours en Guinée. J'ai fait le bac, je sais pas, mais cela ne m'empêche de faire quelque chose pour moi-même. D'abord, c'est le métier que j'ai aimé. Le graphisme est un art qui est souvent pratiqué sur les murs ou autres objets pour faire des dessins qui souvent immortalisent des anciens qui ont marqué l'histoire. Le graffiti, c'est un art de la rue, quoi. On ne vient pas comme ça pour embellir les ronds-points parce qu'on veut le faire. Il faut un accord. Il y a certains artistes
ils viennent comme ça, ils font le hasard, mettre du n'importe quoi sur les murs. Alors que non, nous, c'est le contraire. Le message qu'on veut qu'il a à chaque fois, c'est bien précis. À travers ces métiers, Vincent Faya Milimono parvient à subvenir à ses besoins et lance un appel à la jeunesse. Ouais, avec l'équipe, je dis Dieu merci. Au moins, je gagne un peu. Malgré c'est pas trop, je gagne un peu. Je parviens à m'en sortir quand même. Moi, le message que j'ai à véhiculer à la jeunesse guinéenne, bon, d'abord, commencer par les gens qui ont fini les études. Le bureau n'est pas réservé à tout le monde. Le bureau n'est pas réservé à tout le monde. Il faut apprendre le métier. Vincent Faya Milimono, à travers son métier, participe d'une manière ou d'une autre à l'embellissement de la capitale Conakry. Sur les ponts et certains points stratégiques, ces graffitis sont visibles. Né le 6 avril 1926 à Kankan, Guinée, et morte le 21 février 2017 à Conakry, Jeanne Martin Cissé est une des premières enseignantes guinéennes de son pays et une femme politique. En 1972, elle a été la première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a été également ministre sous le régime de Sékou Touré, le secrétaire général de l'Union panafricaine des femmes. Devoir de mémoire avec Fatou Kébé. Jeanne Martin Cissé, première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà de son accompagnement pour l'indépendance de la Guinée, Dame Martin est à la fois un exemple et une icône pour la gente féminine. Jeanne a d'abord été institutrice, après un concours d'accès en 1940 à l'École normale des jeunes filles de l'Afrique de l'Ouest, où elle obtient son diplôme d'institutrice quelques années plus tard, avant de s'impliquer dans la vie associative. Jeanne Martin fera alors la connaissance de Sékou Touré, syndicaliste à l'époque. Après le décès de son époux, elle se remarie à Ansoumane Touré, un des pères fondateurs du PDG. En 1949, elle s'installe à Dakar à la suite d'une mutation persuadée par Sékou Touré. Elle représente les femmes sénégalaises de l'UDSRDA au congrès de la Fédération internationale démocratique des femmes, FIDF, en octobre 1954. Elle va par ailleurs effectuer de nombreux voyages dans ce sens. En 1958, après la proclamation de l'indépendance, Jeanne Martin Cissé a continué à gravir des échelons au sein du parti dirigé par Sékou Touré. Au lendemain de l'agression du 22 septembre 1970, son époux est arrêté et emprisonné. Il y rendra l'âme. En 1971, elle entre au comité central, puis au bureau politique du PDG RDA. Elle va aussitôt quitter la Guinée. Elle est désignée néanmoins au poste de représentante permanente de la Guinée aux Nations Unies et devient présidente du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais en 1976, elle revient au Bercail à la demande du président Sékou Touré pour occuper le poste de ministre des Affaires sociales au sein du gouvernement. Après la mort de Sékou Touré, elle est arrêtée début avril 1984 et détenue sans jugement jusqu'à mai 1985, puis libérée en compagnie d'autres cadres. Et c'était loin d'être fini pour elle. Après le coup d'état manqué du colonel Diarra Traoré en juillet 1985, elle est de nouveau arrêtée, ayant abandonné tout rôle politique guinéen. Elle quitte la Guinée dès sa seconde libération pour regagner le Sénégal, puis les États-Unis. En 2008, elle écrit son autobiographie intitulée La fille du Milo et refuse tout commentaire sur le régime de Sékou Touré. Fidèle à ses principes, elle décède le 21 février 2017 à Conakry. Au Mali, l'émotion est vive après l'assassinat de l'ancien député Abdoul Jalil Mansour Haïdara. L'ex-parlementaire et promoteur de Ségou TV a été tué par balle par des hommes armés non identifiés, plongeant ses proches et toute une nation dans la consternation. Ce drame relance les inquiétudes sur l'insécurité persistante et la protection des personnalités publiques dans le pays. Khadija Kaba. La disparition violente d'Abdoul Jalil Haïdara est un drame pour la région de Ségou et pour le Mali tout entier. Homme politique,
engagé. Promoteur de médias, il était promoteur de Ségou TV. Il représentait un pont entre la vie publique et les aspirations locales, notamment dans le développement social, économique et culturel de sa localité. Il a été touché par balle sur la route en pleine circulation alors qu'il tentait de dépasser un véhicule. Un meurtre qui relance l'insécurité persistante, le danger que courent les figures publiques et la fragilité de l'état de droit. Le choc est d'autant plus grand que Haïdara était décrit comme un homme pieux, social, attaché à sa région. Sa mort laisse un vide pour sa famille, ses proches, ses électeurs, mais aussi pour ceux qui voyaient en lui quelqu'un œuvrant pour une gouvernance plus proche des citoyens, pour un Mali plus stable. Il y a aussi des questions de responsabilité. Qui sont ces hommes armés? Pourquoi attaquent-ils? Quelle sécurité était en place ou non sur cet axe routier? Jusqu'où l'État est-il capable de protéger ses élus, ses citoyens, lorsque ceux-ci sont exposés? La justice doit faire lumière, car ce type de fait ne peut rester dans l'impunité sans alimenter la peur, le ressentiment, la défiance envers les institutions. Au-delà de la douleur humaine, cet assassinat est une alerte pour la société malienne, pour ses acteurs politiques, pour les autorités. Il montre que le combat pour la paix, la sécurité et la justice reste plus que jamais nécessaire. Honorer sa mémoire, ce sera non seulement pleurer sa perte, mais aussi s'engager à ce que justice soit rendue, à ce que les causes de cette violence soient identifiées et traitées. Et voilà, c'est tout pour cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.